Nous abordons maintenant le chapitre 4 de l'encyclique Laudato Si du pape François. Vous vous souvenez qu'au chapitre 1, François nous disait combien nous sommes dans une situation tout à fait inédite. Nous sommes dans une situation inédite, c'est-à-dire que jamais l'humanité n'a été dans un tel danger de déséquilibre. Au chapitre 2, François se tourne vers le Christ. Il appelle cela l'évangile de la création. Et il nous montre combien, dans tous les écrits bibliques, nous avons été préparés, accompagnés. En effet, nous sommes invités à devenir les gardiens de la création que le Créateur nous a confiée, à nous les hommes. Au chapitre 3, François aborde les causes humaines, les racines humaines de la crise écologique. Et il nous montre que c'est un excès d'utilisation et de développement de la technologie qui a sans doute accéléré les choses. Et nous avons cette attitude d'anthropocentrisme, d'avoir considéré que toute la création était faite pour nous, à utiliser pour notre bien, et nous sommes arrivés dans une situation de total déséquilibre, alors même que cette création est destinée à être notre compagnon, et nous sommes destinés à être compagnons de toute la création. Car il nous a été confié, nous en sommes donc les gérants, les ministres de la part du Père, et non pas des utilisateurs qui en feraient n'importe quoi à leur service. Ainsi donc, nous abordons maintenant le 4e chapitre où François va nous montrer que l'écologie, en fait, est un tout. Ce n'est pas l'écologie, ce ne sont pas les plantes et les animaux. L'écologie, c'est les plantes, les animaux, les êtres humains, et donc, en fait, c'est l'économie, c'est la société, c'est la culture. Et donc, c'est ce que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, donc, une meilleure compréhension de l'écologie environnementale. Et François nous donne 2 clés dans ce paragraphe. La première, c'est que l'écologie est une question de relation. Ce n'est pas simplement un cadre de vie dans lequel nous sommes, c'est la relation que nous avons avec la création, c'est avec les animaux ou avec les plantes, mais et relations entre nous. C'est une question de relation et non pas de cadre de vie où nous serions non partenaires. C'est une question de relation. Et il s'agit donc d'écosystème. Il y a un écosystème, c'est-à-dire un cadre qui a été créé pour une bonne vie commune entre nous les hommes et ceux qui nous entourent, à leur service et à notre service. Et ces écosystèmes ont été créés par Dieu aussi bien que chaque créature elle-même. Donc chaque créature n'a pas été créée dans un isolement, elle a été créée dans le cadre d'une écologie. Ça, c'était 2 clés de l'écologie environnementale. Des clés de l'écologie économique. Eh bien, c'est la première chose de bien comprendre que, bien sûr, l'économie a tendance à tout homogénéiser, à mettre des règles de fonctionnement qui soient uniformes, et cela a du sens, et cela vise à protéger. Regardez combien dans certaines contrées, dans certains pays, je pense à certains pays d'Afrique, on aimerait que les règles d'économie soient appliquées, et on souffre du manque d'application. Donc les règles sont bonnes pour protéger et pour permettre donc des relations humaines de qualité. Mais il y a un certain darwinisme économique qui s'est installé, c'est-à-dire c'est la loi du plus fort qui a été structurée, et on considère trop souvent comme normal que les règles sont comme celle d'un match de foot, alors même que toute la vie humaine est marquée par la fragilité et par la nécessité non pas de donner les mêmes chances à tous, mais donner à chacun ce qui sera utile pour lui de manière à lui permettre de vivre là où il est et avec ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et donc, quitter une économie qui est de la sélection des plus riches et des plus malins. Et donc, ça, c'est des clés de l'écologie économique. L'écologie culturelle.
Là, François nous rappelle, je vais poindre 2 points importants, que les cultures locales, l'histoire, l'art, tout cela est un patrimoine de l'humanité et aussi important, que des espèces. C'est-à-dire que donc, la vie culturelle, c'est un cadre de très grande importance. Les relations humaines qui se sont tissées au cours des siècles sont très très importantes. Et là, on retrouve un peu le pape Jean-Paul II, pour qui la nation était importante parce que elle avait tout un support. C'était comme un corps qui s'était constitué au cours des siècles et qui a une place très importante pour l'être humain. Ainsi donc la culture, les cultures sont importantes et donc une homogénéisation serait une très mauvaise chose car ce sont les cultures locales qui sont les mieux à même de savoir comment on doit vivre dans un environnement donné. La culture d'un pays désertique ne sera pas la même que d'un pays où l'eau abonde et donc toutes les professions, la manière de gérer les forêts, la manière de gérer les rivières, tout est adapté à ce qui est possible localement. La vie, donc la culture, a appris à, à, à vivre dans son environnement, en relation avec son environnement. Et donc il faut tout à la fois des règles générales, mais la possibilité de respecter avec et donner la première place aux cultures locales pour chercher les bonnes solutions. Ensuite, François aborde l'écologie de la vie quotidienne. L'écologie de la vie quotidienne, c'est premièrement le fait que notre cadre de vie, qui est beau ou qui est moche, notre cadre de vie qui est plutôt dans la nature ou au contraire dans une ville, va modeler nos comportements et cela explique malheureusement la grande violence dans les quartiers autour des grandes villes. Et donc cette grande violence est comme une conséquence presque mécanique de la laideur et de la déstructuration de ces lieux urbains. Et donc il est absolument essentiel de travailler pour améliorer les cadres de vie. Et François dit combien l'amour des personnes qui y vivent est capable de transcender tout cela et décrit combien les cadres de vie ont pu, alors même qu'ils sont esthétiquement pas beaux, eh bien, ils ont pu devenir des lieux de grande humanité grâce aux personnes qui ont su retisser des liens, retisser, redonner la place aux vieux, aux jeunes, etc. Et ont su recréer du beau dans des cadres initialement sans beauté. Et ensuite, dans cette écologie de la vie quotidienne, François aborde une deuxième facette. C'est notre écologie humaine au sens de notre jeu, de notre corps. Nous avons nous-mêmes une nature. Et de la même manière que on respecte énormément les oiseaux ou les mammifères, eh bien nous, les êtres humains, nous avons aussi une nature et donc une écologie humaine à développer. Et le premier point sur lequel François insiste, c'est le masculin et le féminin qui sont probablement pour l'avenir des clés essentielles pour le bien vivre ensemble, retrouver la profonde et la grande beauté de la masculinité, continuer à découvrir la beauté et la profonde nature féminine de femme et éventuellement de mère ou d'épouse. Et ainsi donc le masculin et le féminin, et nous en parlerons beaucoup lorsque nous travaillerons sur Amoris Laetitia, sont des éléments d'écologie essentiels. Ainsi donc, les écologies sociales, économiques, environnementales et humaines ont été brassées et tout cela constitue une écologie intégrale. Et donc, on voit bien qu'il faudra tout à la fois travailler, le niveau politique, le niveau économique, le niveau culturel et le niveau humain dans nos quartiers, dans nos associations, dans nos communautés et dans nos familles. Et tout cela, c'est l'écologie intégrale. Alors,
François termine par 2 paragraphes, qui sont essentiels pour, l'écologie intégrale. C'est le bien commun et la justice entre générations. Le bien commun, de quoi s'agit-il? Vous savez que le bien commun, c'est celui qu'on peut faire ensemble, celui que nous sommes ensemble, le bien commun que l'on est et le bien commun que l'on a. Et François cite une phrase de Vatican II qui nous rappelle que le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent à chacun de progresser vers sa perfection. Et donc, nous sommes tous responsables du bien commun, c'est-à-dire de ces conditions de vie qui font que chacun de nous peut continuer à progresser. Et donc ce bien commun, c'est la clé qui va permettre un dialogue autour d'une écologie vraiment intégrale. Et ce bien commun, il a destinée universelle, c'est-à-dire que chacun a autant de droits sur le bien commun. Chacun a autant de droits sur l'accès à la santé, autant de droits sur l'accès au transport, sur la... Personne ne possède le bien commun. Il est à mettre à disposition de chacun et avec toujours en premier le plus vulnérable, car une société qui convient pour l'humanité, c'est une société qui fait une place particulière aux plus vulnérables. Alors, François aborde son dernier paragraphe de ce chapitre sur l'écologie intégrale en touchant ce que, je crois, les aides de notre temps ont bien compris, c'est qu'il y a une justice à avoir entre générations. Nous avons reçu l'état actuel de notre maison commune de nos parents, avec parfois bien des blessures, et nous allons transmettre à nos enfants. Eh bien, que voulons-nous laisser à nos enfants? C'est cela ce que nous devons décider quand nous engageons ou pas dans cette écologie intégrale. Eh bien oui, nous voulons transmettre à nos enfants un monde meilleur, un monde où on pourra reconnaître que notre génération a vraiment apporté beaucoup, a vécu dignement, avec beaucoup de dignité. C'est le terme qu'emploie François. Mais François termine d'un seul coup en disant oui, mais pas au prix de la justice intragénérationnelle. C'est-à-dire que nous devons d'abord et toujours travailler pour une justice actuelle entre les hommes, entre les peuples, presque avant même de penser à ce que nous transmettons. Il ne faut pas dissocier la justice intragénérationnelle et la justice intergénérationnelle. Quel grand chapitre, vraiment, vous aurez plaisir à le lire. Et donc, voyez, nous sommes au 4e chapitre, il y en a 6. Et donc, les prochains chapitres, ce sera quelques orientations pratique en somme et d'action. Ah ça on a très envie parce qu'on a envie d'être des écologistes. Donc que pouvons-nous faire? Ce sera le prochain chapitre, quelques lignes d'orientation et d'action. Et le dernier chapitre revient donc plus proche de notre relation à Dieu. C'est l'éducation et la spiritualité écologique. Ce sera les 2 prochains chapitres. Je vous remercie.